So we're going to turn our attention now to the men's kilometre time trial. This is Francois Pervis against Kubiev. But he's already quicker, 17.671. This world record has been held since 2001. Can Francois Pervis hold on to the pace that he's putting in? 42.821, he's still fastest at 750 metres. He's already done it. Francois Pervis sits up. He has. He's beaten Levy. He's broken the world record. Look at the time. 56.303 from the Frenchman. The world record has been broken. Je suis né à Château-Gontier, en Mayenne, et j'ai grandi ici, à Villiers-Charlemagne, et plus particulièrement dans une maison qui est à 100 mètres d'ici. Et j'ai passé toute mon enfance autour de ce lac-là, à pêcher, à faire du vélo, à crapahuter, à faire les 400 coups. Alors, ma mère, elle était ouvrière spécialisée dans une usine, et mon père était agriculteur dans une ferme à 2-3 km d'ici. Vu les professions de mes parents, c'était quand même compliqué. Mais bon, bah voilà, mes parents, c'était un exemple de détermination. Ça m'a appris certaines valeurs de la vie, de l'argent aussi. Et bon, bah, ça n'a pas été rose tous les jours, mais on a réussi. J'ai toute mon enfance, vraiment toute mon enfance ici, et pour moi ça c'est le lieu qui me représente le plus. Donc François Pervis est mayennais, fils d'agriculteur, et je pense que ça c'est ce qui le caractérise, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, bien ancré dans le sol. Il sait d'où il vient. Son papa l'accompagnait sur toutes les courses lorsqu'il était jeune. Et je pense que c'est vraiment ce qui peut caractériser François, qui a un caractère très trempé. Et ça, je pense qu'il ne l'a jamais oublié au fond de lui. Et il a toujours dû se battre. Mon père m'a dit on ne peut pas partir en vacances parce qu'on n'a pas les moyens. Il m'a dit une fois tu n'auras jamais de scooter, tu n'auras jamais de mobilette. Déjà parce que ton frère et ta soeur n'en ont pas eu, donc pour les quitter, tu n'en auras pas. La PlayStation, tu peux oublier. Par contre, il m'a dit, tu auras toujours un vélo à ta taille. Il sera toujours d'occasion parce qu'on n'aura pas les moyens, mais tu auras toujours un vélo à ta taille. Le vélo, c'est quand même un sport qui coûte cher. J'étais pas sûr de percer. Mon père a eu la bonne idée de ne pas trop dépenser parce que du jour au lendemain, je pouvais arrêter. Hein. Comme ça arrive pour beaucoup. Je dis, ça me plaît pas ou c'est trop dur. Donc j'arrête. S'il se retrouve avec un vélo qu'il a payé la peau des fesses et qu'il est obligé de revendre, bon bah c'était pas bien malin. Donc ouais, voilà, c'était un peu ça fait partie de mon histoire. Je pense que rien n'a été jamais facile pour lui tout au long de sa carrière, et c'est ce qui l'a forgé, c'est ce qui lui a forgé un caractère hors du commun. Sensiblement comme il aurait fallu faire. Je croyais être innocent, j'aurais mieux fait de me taire. Pour moi l'entraînement, déjà ça rythme mon quotidien, ça rythme ma vie, parce que je dois faire à peu près entre 5 et 10 courses par an, donc c'est pas énorme. Donc des fois je peux être 3-4 mois sans courir.
Donc c'est beaucoup de musculation où je dois pousser des très lourdes charges. Et puis on a peur aussi quand on met une grosse barre sur les épaules, on a peur de ne pas la remonter. Garçon, s'il vous plaît, j'ai envie de boire. Je peux rester avec vous au moins jusqu'à ce soir. Alors ça, quelle histoire. Comment t'as pu y croire? Donc c'est entraînement. On passe par des cycles d'entraînement où on récupère, on refait un autre cycle, on récupère, on refait un autre cycle. Donc voilà, l'entraînement, ça rythme ma vie en fait, ma vie et tout mon quotidien. L'entraînement, c'est simplement de l'engagement physique et mental à 200%. Le chrono, quand il y a un mauvais chrono, il ne faut pas forcément le prendre comme un ennemi. Tu es là pour progresser et si on veut progresser, il faut travailler sur la fatigue. Si tu ne te fatigues pas, tu ne peux pas atteindre tes limites. Et pour progresser, il faut d'une part atteindre ses limites et les dépasser. Quand on fait des sprints à l'entraînement, on est parfois avec des collègues. Et puis nous, il y a le chrono qui parle. Donc aujourd'hui, le chrono, il ment pas. Il te dit aujourd'hui, mon gars, t'es nul quoi. T'es fatigué ou tu t'es pas donné à fond. Parce que c'est dur aussi de s'impliquer mentalement et physiquement tous les jours sur chaque sprint à être à 200%. C'est super compliqué. Donc tu te dis, je suis juste derrière lui, le prochain, je vais essayer vraiment de m'appliquer encore un peu plus pour faire un peu mieux que lui. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, tout le monde se tire vers le haut. Et puis c'est comme ça que tu progresses. Parce qu'à chaque sprint, tu ne te donnes pas à 100%, tu te donnes à 110%. Et c'est ça qui fait la différence. Girl, we can make it on our own. Le moment où j'ai plus ou moins compris que le cyclisme sur piste allait être tout simplement mon travail, mon boulot au quotidien, je pense que c'est certainement quand je suis rentré en équipe de France en septembre 2001. J'avais 17 ans et j'ai été repéré par le sélectionneur de l'équipe de France. Et je ne l'ai pas deviné comme ça du jour au lendemain. C'est simplement d'année en année, je me suis rendu compte que ça se passait bien, que je progressais, qu'il y avait les résultats qui suivaient. Et c'est simplement voilà, entre mon entrée en équipe de France et puis quelques années après où j'ai compris que je partais peut-être pour une vraie carrière. Ma première victoire importante donc, sur piste, tout simplement c'est mon premier titre de champion du monde. C'était, je crois, si je dis pas de bêtises, le 23 août 2002. C'était en vitesse par équipe avec mes deux collègues de l'équipe de France. C'était incroyable. Et premier titre de champion du monde. Puis quand on a 18 ans, tu es champion du monde à 18 ans, tu jubiles. Donc voilà ma première belle victoire. Il avait son nom dans le quotidien de référence, l'équipe en France, régulièrement.
simple titre de champion de France, il y avait un petit entrefilet. Et puis une victoire en Coupe du Monde ou une sélection en équipe de France pour un championnat du monde, il avait son nom, des titres, même dans le Parisien, dans l'équipe. Donc il a fait comprendre à la population que la piste était un peu le parent pauvre parfois du cyclisme, etc. Mais il n'était pas encore célèbre. J'étais en junior 2 et je me suis dit, allez, je me donne 4 ans pour être champion du monde chez les élites. Et finalement, j'ai mis 12 ans. J'avais des carences en termes de préparation mentale puisque je me mettais trop de barrières. Des barrières toutes bêtes, hein. Par exemple, avant je n'étais pas champion du monde et quand je tombais contre un champion du monde ou un ancien champion du monde, bah, tout simplement je me disais, bon bah moi je suis pas champion du monde, lui il est champion du monde, bah je peux pas le battre. J'étais pas sur le chemin de ce que je dois faire pour y arriver. J'étais sur le chemin de ce qui pourrait arriver. Je pourrais tomber, je pourrais perdre, je pourrais. Bah, pendant que tu penses à tout ça, bah, tu te trompes totalement d'état d'esprit. Parce que pendant 6 ans, j'ai fait 6 ans de Suisse, j'ai fait toujours 2e ou 3e au championnat du monde. Ouais, c'est bien, il gagne sa médaille, ouais, c'est bien, mais il n'a pas le truc pour gagner. Le Poulidor, on m'appelait le Poulidor de la piste. Ça fait pas plaisir. J'avais 28 ans, je savais que ma fin de carrière approchait parce que généralement, nous, mes aînés, ils ont tous arrêté à 30 ou 32 ans. Donc, je dis, moi, quand même, je me suis pas entraîné pendant une quinzaine d'années pour rien. J'aimerais au moins être une fois champion du monde pour pouvoir goûter à ça et marquer un peu l'histoire de mon sport et puis avoir un titre de champion du monde pour moi, pour récompenser tous mes efforts au quotidien. En plus de l'annonce de la sélection, pour moi en plus j'ai encore la date de cette annonce-là dans la tête. Le 11 juin, je me souviens, ce matin-là, je savais que l'annonce allait être officielle et que j'allais pas être pris. C'est pour dire que ça m'a vraiment marqué. J'ai forcément très mal réagi puisque peut-être un mois avant la sélection, le DTN de l'époque, le directeur technique national, était venu me voir à l'entraînement et il m'avait dit « T'inquiète pas, c'est toi que je prends ». Et ce que je dis là, c'est mot pour mot. C'était un gros coup dur dans ma carrière et on m'a simplement dit qu'on ne me prenait pas parce qu'on ne me faisait pas assez confiance. Donc là, vraiment grosse claque et bon, j'ai un genou à terre, mais j'en ai pas deux et je reviendrai. Et donc, je me souviens de ce jour-là, j'ai pas été à l'entraînement. J'ai un copain qui était en train de passer ses cours pour être pilote de ligne. Donc il m'a dit viens avec moi François, on va faire un tour d'avion. Donc bah, moi j'ai vomi ma bile comme jamais, mais au moins une chose est sûre, c'est que je pensais pas à la non-sélection au jeu et c'était hyper compliqué, mais je me suis dit que ça allait pas, c'est pas ça qui allait m'arrêter. Alors, ce que j'ai fait pour passer au-delà, tout simplement, j'ai d'abord demandé pourquoi ce revirement de situation au dernier moment. On m'a simplement dit parce qu'on ne fait pas confiance. On était en 2012, depuis 2006, je montais sur le podium des championnats du monde dans des épreuves individuelles tous les ans. Et ils m'ont dit c'est bien, tu gagnes des médailles pour l'équipe de France, mais il te manque ce petit truc que ont les vainqueurs, que ont les champions du monde. Bon voilà, je me suis repris une claque, parce que moi je me suis dit, bah quand même, ça fait 6 années de suite
que je gagne des médailles au championnat du monde, que ce soit en keiring ou en kilomètres. Donc je me dis, je suis quand même une valeur sûre, mais finalement pas assez. Donc pour moi, c'était très simple. J'ai vécu les Jeux comme j'ai pu parce que c'était vraiment très, très dur. Une fois les Jeux passés, terminés, je suis vite rentré chez moi et puis de toute façon, quelques jours après, je repartais pour une tournée de keiring au Japon. On était en septembre 2012. Je retourne au Japon après une première année en 2010. Je devais y retourner en 2011, mais il y a eu l'histoire de Fukushima. Donc moi en 2010, c'était une totale découverte. J'étais vraiment en immersion totale dans le pays, vraiment livré à moi-même quasiment. Donc j'ai vraiment appris à découvrir un pays vraiment avec beaucoup de contrastes. Je connaissais quelqu'un au Japon, un coureur. Cet ami commun me disait que finalement, il habitait Fukushima. Il disait tout simplement qu'il était en bonne santé, il n'a pas subi les radiations, sa famille, bonne santé, il n'a perdu personne. Il avait 30 ans à l'époque et puis qu'il gagnait la vie grâce à sa passion, le vélo, et qu'il avait le droit à une seconde chance. Et là, ça m'a... J'en ai encore des émotions. J'ai pris une vraie claque humaine. Parce que moi, j'étais en train de pleurer. J'étais déprimé au fond du trou. Pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas été sélectionné aux Jeux Olympiques. Et lui, il est droit dans ses bottes. Il dit simplement, j'ai subi Fukushima, j'ai subi le tremblement de terre, les radiations, et j'ai le droit à une seconde chance. Là, moi, je me suis dit, mais tu peux pas continuer à te plaindre comme je le faisais en fait. Je me rendais compte finalement que je trouvais toujours une excuse parce que j'étais pas champion du monde, parce que j'avais pas gagné. Et en fait, je me suis juré que le 8 mai, dans mon vocabulaire, c'est terminé. Il n'y a plus de 8 mai, il n'y a plus d'excuses. Et je dois arrêter de me plaindre. Par rapport à mes parents, j'ai pris mes parents comme exemple dans ma réflexion, dans ma remise en question, parce que ma mère, elle était au SMIC toute sa vie. Et moi, je me suis dit, mais même vis-à-vis de mes parents, il faut que j'arrête de me plaindre, parce que je vis de ma passion, je fais 2 fois le tour du monde grâce à mon sport, et il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce qu'il y a des millions de personnes qui rêveraient d'être à ma place, et moi, je suis en train de me plaindre. If I could concentrate my power, just one more step ahead of me. The time has come for us to focus. Finalement, la prépa mentale, ça se passe dans le cerveau, et le cerveau, c'est comme le muscle, il faut l'entraîner. Il faut le faire progresser. Pense à ce que tu dois faire et pas à ce qui pourrait arriver. Ce qui est compliqué, c'est que dans mon sport, en gros, pendant 10 ans, je m'entraînais tous les jours de la même façon pendant 10 ans. Donc j'étais devenu un robot, un mouton, mon entraîneur me disait « fais ça ». Eh bien, il faut que tu imagines un nuage ou un train qui passe devant toi, tu prends ta pensée négative, tu la mets sur le nuage ou sur le train et tu imagines le train ou le nuage partir. Ta pensée négative, elle n'est plus là, elle est partie. Et là, ça vient parce que c'est là où tu te libères. Tu n'as plus de barrière, tu n'as pas de pensée négative. Juger ces pensées négatives, simplement, je fais ce que j'ai à faire. Je pense à rien d'autre et je prends du plaisir. Et rien que ces 2 choses-là, ça fait une énorme différence et c'est à partir du moment-là où j'ai gagné. To fight until we're free again. Oh. En 2014, il est triple champion du monde à Cali en Colombie. Et ça, c'était vraiment une surprise, c'était inédit. Et là, vraiment, il y avait du pervis tous les jours dans les journaux nationaux.
Quelques mois auparavant en plus, il avait battu le record du monde du kilomètre et le record du monde du 200 mètres lancé au Mexique. Donc déjà, là, la machine Pervi est en route. Et quelques mois plus tard, il fait ce triplé donc, à Cali en Colombie. Et là, je pense qu'il commence à devenir connu des Français qui ne suivent pas forcément de près la piste. Et un an plus tard, encore une fois, en 2015, à domicile, il est double champion du monde. Évidemment, chez les mordus de la piste ou du cyclisme en général. Mais je pense qu'il a commencé vraiment à devenir célèbre lorsqu'il a été champion du monde et qu'il a cumulé les titres 2013, 2014, 2015. J'annonçais avant. Les journalistes, bon bah c'est quoi tes objectifs? Bon bah en 2014 j'ai dit bon bah je veux gagner la vitesse individuelle, le keirin et le kilomètre. T'es sûr? Parce que ça, jamais personne n'a réussi à gagner ça dans toute l'histoire de ton sport. Donc t'es bien sûr d'être en capacité à gagner ça? Tu crois pas que t'as pris un peu le boulard? Parce que 3 mois avant, je venais de battre 2 records du monde. Kilomètre, 1 km départ arrêté et 200 mètres lancés. Et déjà avant, un mois avant d'aller sur cette compétition-là où j'ai battu mes 2 records du monde, j'ai dit je vais là-bas pour battre les 2 records du monde. Et on m'a dit non mais attends, t'es fou quoi. J'avais 28 ans, je savais que ma fin de carrière approchait parce que généralement nous, mes aînés, ils ont tous arrêté à 30 ou 32 ans. Je savoure le moment où tout le monde a dit que c'était pas possible. Et justement, j'ai pris ça comme un défi. Et quand tu réussis à faire ce que tout le monde a dit qui était impossible à faire, ah, je peux dire c'est jouissif. Donc voilà, c'était ma façon de me challenger et d'aller chercher au fin fond de moi-même, de puiser des choses qui normalement j'aurais pas trouvé si on m'avait pas un peu rabaissé comme ça, quoi. Ain't nobody gonna keep us down on the cold hard ground. Ain't nobody gonna keep us down. We know how to fly. Ma victoire la plus importante, peut-être mon titre de champion du monde de keirin, ici, sur cette piste-là. Championnat du monde en 2015. Et c'est peut-être un de mes plus beaux sprints au niveau tactique de ma carrière. Il y avait mon fan club, ma famille, mes amis, mes sponsors. Donc voilà, c'était l'explosion, c'était... ça me donne des frissons. C'était... ouais, c'est... Je suis en train de le revivre là. C'était... parce que j'étais vraiment dans le dur en fait. C'est ma plus belle victoire. We just climb that mountain. We just take that leap. As the world keeps shouting, we just spread our wings. We just... Je me suis dit, vas-y, savoure. Savoure parce que tu es champion du monde. C'est très intense, c'est très court. Et simplement, voilà, je me suis dit, emmagasine ça. Prends ça, là, ce truc-là, là, c'est tout de suite maintenant. Prends, voilà. Voilà ce que je me suis dit quand j'ai franchi la ligne d'arrivée. We know how to fly. We know how to fly. Alors forcément, chaque compétition et chaque course, oui, c'est un défi, c'est un challenge. C'est même pas gagner la course finalement, mon challenge, c'est comment je vais y arriver. C'est ça qui est limite le plus beau, c'est comment tu arrives pour gagner. Parce qu'il y a souvent des complications, donc c'est là aussi là-haut, où il faut mettre tout de côté, ou alors si c'est un peu quelque chose de négatif, s'en servir pour j'essaye de bouillonner intérieurement. J'ai de la haine qui commence à monter,
Et puis c'est comme ça que quand je monte sur le vélo, je dis tu te calmes, tant que tu n'es pas sur le vélo, tu lâches pas un iota d'énergie à côté pour rien. Tu lâches toute ton énergie physique et mentale que quand tu es sur ton vélo. Et ça aussi, je l'ai appris dans la prépa mentale. J'ai un copain, il m'a dit, t'es une machine de guerre, t'es une machine. So hot, baby. Wood grain gripping, sunglass dipping. Speak with your eyes. Mon aventure paralympique, ça s'est fait maintenant, ça s'est fait dans l'hiver 2019-2020. Donc tout simplement, à partir du moment où le sélectionneur national de la Fédération française de cyclisme a annoncé dans la presse qu'il comptait plus sur moi pour les Jeux Olympiques. Et puis bon, ça a mis la puce à l'oreille à la Fédération française de handisport, tout simplement qui est venu me voir et qui m'a proposé le projet. Un nouveau défi, j'ai pris ça comme un défi et puis j'aime tellement ce que je fais. Mais à la fois, pour les Jeux Olympiques de Tokyo, je vois aussi comme une fin de carrière. Pour moi, Tokyo, c'est la fin de ma carrière. Je vais quasiment avoir 37 ans. La boucle sera bouclée. Et en plus de ça, pour moi, les Jeux à Tokyo, au Japon, pays que j'adore plus que tout, qui m'a révélé, je vais le prendre comme une fin de carrière. Donc c'est à la fois un nouveau challenge, parce que c'est tout nouveau, le tandem, le paralympique, et à la fois comme une fin de carrière, j'espère en apothéose. Ouais, la première réaction, c'est vrai que c'est un peu la surprise. Et puis rapidement, lorsque François Pervy m'explique son projet, avec qui il va faire ça, j'ai compris quelle était l'idée derrière. C'était de participer de nouveau aux Jeux Olympiques. C'est la seule chose qui lui manque, c'est la médaille d'or olympique. Et c'est ce qu'il veut faire, et c'est vraiment le but de sa fin de carrière. Donc c'est pour lui 3 semaines, 1 mois, sur place, au Japon, à Tokyo, un pays qu'il aime par-dessus tout, pour commenter les Jeux Olympiques valides et participer aux Jeux Paralympiques derrière, avec l'espoir bien sûr d'être champion olympique, d'avoir la médaille d'or. Donc ouais, je trouve que c'est une belle histoire. Je m'appelle Raphaël Bougilet, j'ai 30 ans. Je fais du cyclisme en handisport parce que j'ai une déficience visuelle. J'ai perdu une grosse partie de la vue à l'âge de 20 ans, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Donc suite à ça, je me suis lancé dans le cyclisme et notamment en tandem avec des différents pilotes au début. Le vélo, c'est venu un peu par hasard parce que lorsque j'ai perdu la vue, je me suis acheté un vélo d'appartement, on va dire, pour extérioriser ce qui m'arrivait. Le début de l'histoire, il a commencé là, c'est vraiment par hasard, grâce à un voisin avec qui je roule toujours de temps en temps sur route. Mais c'est vrai, ça a vraiment été là le point de départ. C'était juste pour essayer à la base et ensuite je me suis rendu lors des journées du sport dans notre village. Et c'est là qu'ils m'ont proposé le cyclisme en tandem en compétition.
Pour moi aussi, ces Jeux paralympiques, ils représentent beaucoup plus que du simple sport. Je sais que je vais voir aux Jeux paralympiques, des gens qui ont été mutilés dans leur chair. Et pouvoir continuer à croquer la vie à pleines dents comme ça, se challenger pour aller faire du sport, pour montrer qu'on est toujours vivant, qu'on existe. Et ne pas se laisser aller par la vie comme ça, par les malchances de la vie, et continuer simplement à vivre et vivre pleinement, parce que toutes les personnes que je vais rencontrer ces prochains mois et puis aux Jeux paralympiques, forcément ils sont là parce qu'ils croquent la vie à pleines dents et que c'est un challenge qui va au-delà du sport. C'est ça qui m'anime, parce que là je fais du sport, alors on est deux, habituellement j'étais tout seul sur mon vélo, là ça n'a rien à voir, c'est totalement l'opposé, là il faut que je m'ouvre à mon collègue, il faut qu'il prenne confiance en moi, donc il faut que je lui apporte tout ça, et puis lui aussi il va m'apporter sa confiance, parce que c'est super important d'être unis, et là de pouvoir partager ça pour une cause commune. Par rapport à l'arrivée de François, il y a beaucoup de personnes qui me disent ah, t'as François Pervis, le meilleur du monde sur cette épreuve. Je dis ce que je réponds aux gens, je dis oui certes en individuel c'était le meilleur du monde, mais là c'est pas du tout la même épreuve. Là on est en tandem, on est à deux. Là c'est pas François ou Raphaël, c'est François et Raphaël sur le vélo. Pour moi ça c'est tout nouveau, c'est une nouvelle page de mon livre dans ma carrière. Je fais pas ça pour lui, je fais ça pour nous. Et là ce mot-là, nous, c'est totalement différent de avant je faisais ça pour moi, seulement pour moi. Ce qui me plaît, c'est que c'est un nouveau challenge, un nouveau défi. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc finalement, j'ai beaucoup de choses à lui apprendre, et c'est ça aussi qui me plaît. C'est transmettre mon expérience que j'ai acquise depuis presque 20 ans. Donc on a un temps très court et il faut progresser énormément. Donc c'est ça aussi, c'est ça qui m'anime au quotidien, et c'est super excitant en fait. Ça va au-delà des valeurs du sport. Là, il y a de l'humain. Là, il y a de l'humain. Ce qui manque un peu dans le sport traditionnel. C'est toute cette magie qui fait que je suis super motivé pour ces Jeux paralympiques. Est-ce que c'est en eux? Alors les périodes de désillusion dans une carrière d'un sportif de haut niveau, qui n'en a pas eu? Qui n'en a pas eu, même s'il y a des très grands champions qui ont tout gagné, je pense qu'à un moment donné, ils ont forcément eu besoin de se relever à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je dirais non, pas forcément, mais ça peut ne pas faire de mal, voire faire beaucoup de bien. Parce que tu peux retrouver de l'humilité quand tu as été champion, que tu as une période de désillusion. Si tu as une très bonne réflexion, une très bonne remise en question, tu peux retrouver des fondamentaux qui sont essentiels à l'épanouissement personnel dans ton sport. Ceux qui ont la force mentale, parce que c'est pas donné à tout le monde, ceux qui ont la force mentale d'avoir cette réflexion-là et de passer par ce passage-là et de se relever, je pense que derrière, après, ça passe. Ils ont à la fois une vie sportive et une vie privée, je pense, plus épanouie.
Donc nécessaire, je dirais non. Mais si on passe par là, ouais, ça peut faire du bien. Ça peut faire forcément que du bien si on a la force mentale de se poser les bonnes questions et puis de s'en relever, parce que c'est pas donné à tout le monde de se relever d'un échec. C'est une carrière semée d'embûches. Mais bon, beaucoup de sportifs ont eu des blessures, ont eu des coups de moins bien. C'est vraiment une carrière en dents de scie, en montagne russe, avec des hauts et des bas. Non, ça n'a pas été une carrière simple, mais une belle carrière, puisqu'il est 7 fois champion du monde. Peu de pistards au monde, depuis 40 ou 50 ans, peuvent se targuer, se vanter d'avoir 7 titres de champion du monde. Donc évidemment qu'il a marqué l'histoire de son sport. I wanna fall